Bonjour, à de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais répondre à des questions qui m'ont été envoyées. J'avais mis un post Facebook il y a quelques temps sur ma page Facebook pour voir si vous avez des questions sur le domaine de la santé, de la psychologie, de la spiritualité. Donc j'ai reçu des questions. Donc je les ai imprimées ici, puis je vais y répondre. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa si en même temps je fais une promenade avec vous. Comme ça je vous montre un peu aussi l'endroit magnifique où j'ai la chance de vivre. On va aller se promener ensemble et puis lors de cette promenade, je m'arrêterai 7 fois de suite pour répondre. J'ai noté 7 questions, 7 ou 8 questions. Et chaque fois que je m'arrêterai, en même temps je vous montrerai un des endroits magnifiques où j'habite ici. Car si vous êtes en ville, si vous êtes coincé dans des villes ou confiné dans des villes, je me dis que ça peut vous faire du bien. Je sais que chaque fois j'ai eu des chouettes feedbacks. Alors c'est parti, on y va. Alors voilà, premier arrêt, ici dans ces marches magnifiques, c'est très trop beau, on se croirait en Italie. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru et puis en plus je suis en période de jeûne. Un jeûne sec en plus, il fait très chaud aujourd'hui. Alors je vais m'asseoir, voilà, j'espère qu'on me voit bien. Alors je vais répondre à la première question qui est envoyée par Christine ou Christiane. Bonsoir Eric, pourquoi nos états émotionnels nous épuisent-ils parfois? Il me semble que tu aies fait une vidéo sur ce point. Oui, alors concernant l'épuisement émotionnel, c'est intéressant parce que ça touche tout le monde. En fait, c'est vrai, vous vous rendez compte que quand on est dans des émotions chroniques négatives, comme par exemple la colère, la peur, la tristesse, pour nommer surtout ces trois-là, ça nous prend une énergie incroyable. Et pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a une émotion, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Vous avez la partie émotionnelle et puis l'autre face, c'est la partie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une émotion, non seulement il y a une tension dans le corps qui est assez forte, hein. Quand on est en colère, qu'on a peur, qu'on est triste, il y a le cœur qui bat plus vite, il y a des tensions, on se crispe, on est agité, et ça également, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo des trois cerveaux, via le nerf vague qui sont reliés, le cerveau émotionnel, le cerveau ici du cœur, le cerveau émotionnel, le cerveau de la tête, et quand il y a cette émotion, donc le corps en prend un coup, donc si je suis comme ça tendu tout le temps, à la fin, pendant une heure, je vais être crevé, mais quand on est dans les émotions, c'est parfois pendant toute une journée, on est mal, on a une tristesse, on a une colère, on a une peur et on est tout le temps tendu, vous voyez, on est tout le temps tendu, alors c'est épuisant. Et non seulement c'est fatigant pour le corps, mais c'est également fatigant pour la tête puisque on n'arrête pas de ruminer. C'est l'autre face de la pièce, c'est que quand j'ai une émotion négative, j'arrête pas de voir tout en négatif, tout en noir, je me pose 36 000 questions, je suppose, je compare, j'analyse, voilà, je désire, je regrette, je juge beaucoup, je suis beaucoup dans les jugements. Et donc toute cette activité à la fois mentale et physiologique nous épuise en fait, parce que c'est pas notre état naturel. En fait, pour faire plus simple, on pourrait encore dire aussi que on est soit dans un système de bien-être, c'est le système nerveux parasympathique, c'est un état d'épanouissement où on est bien, ou on est dans un système du stress, c'est le système sympathique au niveau physiologique, c'est le système de survie qu'on peut aussi dire en spiritualité, on va parler de survie, enfin moi je parle de survie, c'est-à-dire qu'on est tout le temps aux aguets, on a toujours peur que l'épée de Damoclès nous tombe sur la tête, on n'est jamais tranquille. Puis même si on est tranquille, on se dit ouais mais qu'est-ce qui va encore m'arriver comme problème? Donc on est dans cette vision négative et évidemment on est tout le temps tendu et dans ce mode parasympathique, il y a beaucoup d'hormones qui sont sécrétées comme le cortisol, voilà, l'hormone du stress, l'adrénaline, noradrénaline, enfin il y a plein de choses et le cœur bat de manière incohérente, donc pas du tout cohérente et tout ça est épuisant pour l'organisme. Or ce n'est pas notre état naturel. Donc si on est fatigué, c'est pas que pour des raisons d'une mauvaise alimentation ou d'un manque de sommeil, c'est aussi beaucoup parfois parce que on se prend trop la tête et on est vraiment en train de faire vivre à notre corps des états émotionnels qui sont physiologiquement très dommageables pour notre corps et ça nous fait vieillir plus vite d'ailleurs. Des recherches ont montré, je termine avec ça, que des personnes qui ont une émotion négative, ça a pu être démontré, ça fatigue l'organisme, ça raccourcit notre vieillissement, notre espérance de vie. On voit au niveau des télémères dans les jeunes qui raccourcissent, en plus de tout le stress que ça occasionne en termes de crispation. Donc c'est vraiment épuisant pour le corps. Donc voilà, il n'y a pas à être étonné si on est épuisé parfois, c'est parce que on n'arrive pas à lâcher prise en fait. Et c'est ce qu'on je vous propose
de faire avec les différents exercices qu'on voit ensemble. On va continuer la petite promenade et on va passer ensuite à une deuxième question. Donc on va continuer par ici. Alors ici je m'arrête parce qu'il y a une petite fontaine. On entend le bruit de l'eau, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est magnifique. Et ça vient d'en haut et ça va jusqu'en bas dans la ville. Alors voilà, je m'arrête ici pour la deuxième question. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est intéressant pour tout le monde aussi, c'est Terry qui pose la question « Pourquoi attire-t-on des gens toxiques ?» Alors ça, c'est une question qu'on pose souvent. Il y a vraiment deux raisons pour lesquelles on attire les gens toxiques. Sinon, il y aurait moyen de faire tout un développement et une vidéo que là-dessus. Mais comme ça, rapidement, je dirais qu'il y a deux raisons. D'abord, d'une part, il y a beaucoup de gens toxiques, ce qu'on appelle toxiques dans notre environnement. Les gens toxiques, c'est des gens qui vont nous prendre beaucoup d'énergie, qui vont être négatifs, qui vont nous... En fait, comment vous savez si quelqu'un est toxique ou pas? C'est qu'en sa présence, avant de voir cette personne, vous avez un certain état, peut-être vous êtes bien, puis vous êtes avec elle, puis quand vous repartez, si votre état a diminué, votre vitalité a diminué, vous vous sentez pas bien, fatigué, négatif, eh bien c'est que vous avez sans doute, voilà, vous étiez avec quelqu'un qui a été toxique. Pas toujours, parce que ça peut être quelqu'un qui vous questionne aussi, qui vous fait réfléchir sur des choses, mais une bonne façon de voir si quelqu'un est toxique, c'est que régulièrement dans sa présence, pas juste une fois bien sûr, mais régulièrement dans sa présence, eh bien vous vous sentez pas bien. Alors la première raison, c'est qu'il y a énormément de gens toxiques sur Terre, puisqu'on le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui sont dans le négatif, beaucoup de gens qui sont dans la paranoïa, beaucoup de gens qui sont voilà, dans une énergie assez sombre, ou assez dépressive, ou assez critique sur les autres. Il y a beaucoup de gens qui se critiquent les uns les autres, il y a beaucoup d'agressivité. Et donc, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, toxiques, et donc forcément dans notre vie, même si on est attentif, on va rencontrer des gens toxiques. D'autant plus qu'il y en a qui peuvent être assez pervers et ne le montrent pas tout de suite, et vont jouer un rôle où ils ne le sont pas du tout, un masque social. Donc on peut se faire tromper, et c'est normal on va tous se faire tromper à un moment donné, une fois dans notre vie. Donc pourquoi est-ce qu'on tombe souvent sur des gens toxiques? Parce qu'on est entouré de gens toxiques, et donc c'est normal. Ensuite, il y a une deuxième cause plus profonde, plus psychologique, qui est liée à notre histoire personnelle. C'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont souvent retomber dans les mêmes travers, les mêmes schémas. Voilà, telle femme par exemple, c'est classique, tombe sur un homme qui la respecte pas, qui la frappe, qui est respectueux, puis elle le quitte, puis elle retombe sur un autre homme, c'est à nouveau pareil, puis un autre homme, puis elle se dit à la fin tous les hommes sont des salauds, ou tel homme avec les femmes, c'est pareil. On aurait tendance souvent, on remarque, à reproduire des mêmes scénarios, des scénarios de vie. J'avais fait une vidéo sur les scénarios de vie il y a quelques mois maintenant, il y a 8 mois, 9 mois. En fait, on a tendance parfois à reproduire des scénarios. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs raisons qui sont avancées à la fois en spiritualité et en psychologie. D'abord en psychologie, c'est que nous avons des histoires en nous, nous sommes composés d'histoires, nous avons gardé en mémoire des scénarios de ce qui nous arrive. Le monde est ainsi, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les rapports humains, les rapports affectifs sont comme ça, sont codés en nous sous forme de croyances, de valeurs. Et si par exemple on a connu la violence dans notre enfance, on aura tendance à regarder le monde avec ce filtre de la violence. Et on pourrait dire que rationnellement on veut éviter ça, mais en fait au niveau inconscient, comme c'est ce qu'on connaît, eh bien on va en fait le revivre. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il y a l'idée qu'en fait une partie de nous veut résoudre un problème, veut sortir de cette violence et donc a besoin de la revivre pour en sortir, pour pouvoir y échapper. Donc on appelle ça la répétition de scénarios. On va la remise en acte, on appelle ça aussi en psychologie ou en psychanalyse. On va revivre des situations similaires pour pouvoir s'en libérer, une fois pour toutes.
tant que c'est pas fini, tant qu'on a vécu un truc où il y avait une injustice, quelque chose qui n'était pas chouette, on va retomber sur le même genre d'événement pour sortir de ce problème, pour trouver une solution. Notre cerveau cherche une solution, donc il va attirer notre attention sur ce genre d'événements, ce genre de personnes, d'environnements, de circonstances qui correspondent à ce qu'on a vécu pour pouvoir ensuite en sortir. Une deuxième raison, c'est qu'en fait, on attire que ce qu'on connaît. Ça veut dire que on a un mode de fonctionnement où on a été, par exemple, dans notre enfance, habitué à de la violence ou du manque du respect ou de la peur. On a été en danger. Et donc, comme j'ai dit, on voit tout notre monde avec ce filtre du danger permanent. Et en mettant notre attention sur ce sur quoi on ne veut pas vivre, ce sur quoi on ne veut pas vivre, pardon, eh bien, on va l'attirer en quelque sorte. Parce que si vous mettez votre attention, par exemple, c'est très connu, hein, quand moi j'avais fait de la course en moto ou en voiture, ceux qui l'ont fait aussi, si on veut éviter un mur, il ne faut surtout pas le regarder en fait. Parce que si vous regardez le mur, l'obstacle que vous voulez éviter, vous allez rentrer dedans. Donc en fait, ce sur quoi nous nous concentrons, on va l'avoir en abondance. Hein. Si je dis par exemple, il ne faut surtout pas que je tombe, on a beaucoup plus de chances de tomber parce qu'on se concentre sur le fait de tomber. Et ça, c'est aussi un mécanisme inconscient, c'est-à-dire que inconsciemment, consciemment, je me concentre sur le fait de ne pas revivre le même genre d'histoire, mais inconsciemment, mon inconscient est focusé là-dessus en fait. Donc il va regarder pour me protéger où sont les gens violents, dangereux, ou les situations dangereuses qui ressemblent à celles que j'ai vécues. Mais en les regardant, si vous voulez, quand vous mettez votre attention sur quelque chose, vous foncez dessus en fait. Et donc on va se retrouver avec ce genre de personnes. Donc il y a la première cause que j'ai dite, puis la deuxième font qu'en fait on se retrouve dans une histoire similaire. Et on apprend au fur et à mesure, on va chaque fois apprendre. Après, il y a une autre raison qui est plus expliquée en spiritualité, c'est qu'en fait on vibre quand on est mal, quand on est triste, ou quand on a vécu des événements dans notre vie où on était mal, on était triste ou en colère, on vibrait une certaine énergie. L'émotion, c'est l'énergie en mouvement. Emotion, c'est l'énergie en mouvement. Et cette qualité de vibration, ça correspond à une fréquence, hein, c'est des ondes en fait, cette qualité de fréquence va attirer tout ce qui ressemble, qui vibre à la même fréquence. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique, qui est connue en musique. Hein. Et donc si je vibre à une certaine fréquence de peur, je vais attirer des gens qui vibrent à la même fréquence. C'est pour ça par exemple qu'il y a souvent des gens qui se font agresser, ils se font agresser une fois, ils ont peur de se faire agresser, ils se refont agresser. Alors que quelqu'un dans la même rue ne se ferait peut-être pas agresser. Mais comme la personne a peur, elle attire le danger en fait. D'ailleurs les chiens sentent quand quelqu'un a peur, ils vont l'attaquer exprès d'ailleurs. En fait la peur attire la peur en fait. Donc on va vibrer une énergie de peur et on va attirer des personnes qui vibrent à cette même fréquence, qui vont peut-être vous attaquer ou qui vont peut-être être dans le même scénario que vous, plaintif ou négatif. Et donc on a tendance à rester enfoncé dans ce type de scénario. Alors pour en sortir, c'est important de se rendre compte de ce schéma répétitif et de décider de changer notre histoire passée, de modifier cette histoire passée. On peut le faire avec de l'auto-hypnose ou avec un thérapeute en hypnose. Vous pouvez modifier cette histoire ou carrément l'oublier, ne plus y penser. Et si elle est trop présente parce qu'elle est chargée d'émotions, c'est la modifier. Parce que nous sommes capables de changer le passé, pas tel qu'il était réellement, mais tel qu'il a été représenté dans notre système nerveux. Donc ça, on peut le changer. On peut faire des rêves éveillés, on peut avoir des intentions sur ce qu'on aurait voulu vivre. Et la deuxième chose, c'est de vibrer des émotions positives. D'ailleurs, on peut faire les deux ensemble, parce que quand on imagine un passé différent, sans ces problèmes, on est déjà mieux. Et puis le fait de s'offrir des émotions positives fait en sorte qu'on va vibrer des émotions beaucoup plus saines, beaucoup plus joyeuses. Et donc ça va un peu contrecarrer, c'est comme l'eau et le feu. Si vous avez des émotions négatives en vous, mais vous avez de plus en plus d'émotions positives que vous êtes en train de vivre en fait, ça va annuler les émotions négatives. C'est les émotions antidotes dont on parle dans le bouddhisme. Voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à la question de Terry. Alors on va continuer, on va aller voir un village qui se trouve là-haut, là-bas, qui est magnifique. Donc c'est parti.
Ok, alors je me suis arrêté ici près de la fontaine. Alors la troisième question, c'est Hélène, voilà, Hélène quelque chose. La fameuse transition de milieu de vie avec l'entrée en ménopause, l'angoisse existentielle, la perte des anciens repères consuméristes, comment trouver son propre nord intérieur? Il y a de quoi faire. Alors c'est intéressant parce que là on est tous confrontés au temps qui passe. Alors, en fait ça nous montre une chose, c'est que on est toujours dans le mental si on est mal avec ça. Parce qu'en fait ce n'est que le mental qui crée un problème avec ça. Hein. C'est une considération que j'ai sur le temps qui passe, c'est une considération que j'ai sur l'âge de mon corps, sur ce que je n'aurais plus. Hein, j'aurais plus mes 20 ans, je plairais peut-être plus autant, maintenant que j'ai la ménopause, ou pour un homme j'ai l'andropause, ce genre de choses. Eh bien, je constate avec mon mental, j'analyse et je fais des projections, des suppositions, que ce sera plus comme avant, que je vais peut-être plus pouvoir vivre les choses avec intensité comme avant, et je repense à avant, donc je suis dans le passé, je suis dans le futur dans une projection qui peut être assez négative. Et donc on voit que ce problème des transitions de vie, qu'on retrouve à 40 ans par exemple, on parle de la fameuse crise de quarantaine, qu'on retrouve chez tout le monde en fait. Hein. Je vois beaucoup de gens qui sont très sensibles au changement de vie, par exemple le changement de l'enfance à l'adolescence. Je peux vous dire en tant que thérapeute qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu très très mal. Et c'est vraiment dur quand ils passent de l'école primaire à l'école secondaire, l'adolescence, les hormones qui arrivent. Il y a donc les clans dans les écoles, c'est plus la même chose qu'avant quand on était enfant, tout le monde jouait avec tout le monde. Donc il y a beaucoup comme ça de transitions de vie auxquelles on va faire face, puis l'entrée dans la vieillesse, dans le troisième âge, comme on dit. Mais tout ça est un problème que si on s'en inquiète, et on s'en inquiète parce qu'on est dans le mental. En fait, tout ça n'est qu'un problème parce qu'on est encore identifié à notre mental. On appelle ça l'ego en spiritualité. Ça veut dire que l'ego, c'est une conception de moi, c'est une création mentale. L'ego, en fait, c'est une image de moi dans le temps. Donc l'ego a un passé, l'ego a un futur, c'est la mort, la vieillesse. Et donc tout ça n'est pas très réjouissant puisque l'ego, lui, il est possédé par deux forces, c'est la peur, l'évitement de la souffrance et aller vers le plaisir. Et donc savoir que les choses vont disparaître, ils vont partir, et on va mourir, on va vieillir, ben, c'est pas très réjouissant pour l'ego, donc ça crée une tension, une anxiété. Et donc la meilleure façon de vivre toutes ces transitions de vie, c'est de quitter le mental en fait, tout simplement. Parce que quand on quitte le mental, quand on n'est plus identifié à son ego, on est dans ce qu'on appelle le lâcher-prise ou l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas une acceptation mentale résignée en disant bon ben voilà c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. C'est même pas une considération, c'est juste une acceptation de fait parce qu'on ne s'en préoccupe plus. Donc on n'a même pas à l'accepter quelque part, c'est là. Et on n'y réfléchit plus, on ne met plus de sens à ce phénomène. Donc il n'y a même plus de considération. C'est un état en fait, on peut appeler ça la supraconscience ou l'éveil, où en fait je ne suis plus en train de penser en permanence sur moi et sur le monde. Je ne pense plus le monde, je ne me pense plus. J'utilise ma pensée pour créer des choses qui m'intéressent, pour résoudre des problèmes, ok. Mais au niveau existentiel, puisqu'elle parlait de questions existentielles, je ne m'en pose plus. À chaque âge, il y a ses plaisirs, dit-on, mais si je suis constamment dans mon mental, je vais rater ces plaisirs. Or, il y en a forcément. Il y en a des témoignages de personnes âgées qui disent que c'est génial de vieillir, c'est génial pour plein de raisons. Comme aussi, c'est très bien d'être jeune, mais à chaque âge, il y a ses plaisirs. Mais si je suis dans le mental en train de considérer que je suis en train de perdre des choses, ou que je vais disparaître, ou que je n'aurai plus les mêmes intensités, le fait d'avoir ce type de considération va évidemment m'empêcher de vivre ces joies, de ces âges, de ces différentes périodes de ma vie qui m'attendent. Et donc la clé, encore une fois, c'est la voie royale, c'est la méditation. Méditation qui n'est pas juste pour calmer son mental, mais pour dépasser le mental, pour atteindre un espace où il n'y a plus le mental. Il y a toujours nous, une conscience pure, mais qui ne porte aucun jugement, qui ne considère pas, qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de peur. Et ça, c'est une question de pratique, hein. C'est sûr que ça ne se fait pas comme ça. C'est l'entraînement de l'esprit, hein. On fait des entraînements pour se muscler, on pourrait aussi faire des entraînements de l'esprit. C'est un entraînement justement où on apprend à être autre chose que simplement un ego qui est tout le temps apeuré. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un cours là-dessus, d'ailleurs vous pouvez aller voir, je le mets dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, justement pour se libérer de ce mental. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Alors on va continuer ce promenade, on va aller dans le bout du village là-bas. On va aller voir des petites ruelles magnifiques, on se croirait à Venise, vous allez voir, c'est très très beau.
Voilà, alors je vais m'arrêter ici. Voilà, ici on voit mieux. Pour la 4e question, je prends. Alors c'est Isabelle qui demande alors pourquoi certaines personnes se préoccupent-elles excessivement du bien-être de leurs proches, quitte à être dans un contrôle permanent, au détriment de leur propre bien-être? Syndrome du sauveur. Quand elles ne peuvent pas trouver de solution pour que l'autre soit mieux, elles culpabilisent, se sentent responsables et finalement sont elles aussi mal en permanence. Alors cette question, elle peut intéresser également beaucoup de monde parce que, en tout cas moi c'est quelque chose que je connais bien, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Peut-être c'est pour ça que je suis thérapeute, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et peut-être parmi vous, il y en a aussi beaucoup, vous connaissez des gens qui sont atteints de ça. Ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, ce sont des gens qui sont toujours trop préoccupés par les autres et pas assez par leur propre bien-être. Ils sont aussi bien sûr occupés, ils s'intéressent aussi à leur propre bien-être, mais je veux dire qu'ils ont une attention excessive sur les autres et ils vont tout le temps essayer de faire plaisir, d'être gentils, au détriment d'être vrais. Ils vont tout le temps essayer de faire en sorte que l'autre ne souffre pas, parce que ça leur est insupportable. Alors, si vous avez ce syndrome, si vous connaissez des gens qui en ont, vous avez peut-être déjà réfléchi sur le fait que si ça nous est aussi insupportable, c'est qu'il y a une bonne raison. Et il y a 2 bonnes raisons selon moi. La première, c'est qu'on a vécu des situations similaires, où on voyait des gens qui souffraient, et on ne veut pas que ça recommence. Donc peut-être qu'on a été traumatisé par quelque chose, ou un cas classique, c'est un enfant qui voit ses parents qui se déchirent, qui sont malheureux, et il ne le supporte pas, et il veut les aider, mais il ne sait pas les aider, et donc il va garder en lui ce syndrome du sauveur, parce que ça lui est insupportable de voir les personnes qu'il aime être mal, et en conséquence, s'ils sont mal, elles ont aussi moins d'énergie pour s'occuper de lui, d'elle, la personne, et donc il y a une souffrance permanente qui est entretenue comme ça, et donc c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir, et donc c'est un traumatisme en fait. Donc beaucoup de gens qui ont le syndrome du sauveur ont été traumatisés par des situations où elles essayaient tant bien que mal de faire quelque chose pour leurs proches, mais si elles étaient enfants ou même en tant qu'adultes impuissants dans la situation, ça leur est insupportable. Je vois aussi beaucoup de parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui parfois ont des problèmes, des tensions, ou tournent mal, ou vivent mal une histoire amoureuse, et ils ne le supportent pas parce que ça leur rappelle un état d'impuissance qu'elles ont eux-mêmes vécu dans leur propre enfance. Ça, c'est une première raison. Et une deuxième raison, c'est plus lié, enfin c'est assez proche, mais c'est plus lié à notre propre souffrance d'avoir été nous-mêmes abandonnés, ou d'avoir été nous-mêmes rejetés, ou pas écoutés, ou mis à l'écart. Donc en fait, quand on veut sauver quelqu'un, en réalité, ce qu'on veut sauver, c'est soi-même. On voit la souffrance chez l'autre personne. En fait, quand on a ce syndrome du sauveur, on voit directement quand quelqu'un va mal. On le perçoit, mais tout de suite. Vous rentrez dans une pièce, vous sentez lequel n'est pas bien et vous avez naturellement envie d'aller la sauver, faire en sorte qu'elle aille mieux. Et c'est embêtant parce que ce syndrome du sauveur, on va le voir juste après, j'y pense maintenant, on le verra juste après, ça a des conséquences terribles, des comportements qui ne sont pas nous-mêmes en fait. Mais je termine juste mon explication, c'est que on ne supporte pas la souffrance d'autrui parce qu'elle nous rappelle notre propre souffrance. Parce que nous-mêmes, nous avons été rejetés ou abandonnés. C'est une souffrance qui a été enregistrée dans notre corps, dans notre mémoire. Et quand on voit quelqu'un d'autre qui la vit, ça nous ramène à notre propre souffrance, ça fait un écho, ça résonne en fait. Et on va essayer d'arrêter cette souffrance parce que ça nous est insupportable de sentir ça à nouveau. Donc souvent, quand on veut sauver les autres, en fait, dans plusieurs cas, dans beaucoup de cas, on va essayer en fait de se sauver soi-même. Et c'est pas du tout incompatible avec la première explication que j'ai donnée parce qu'on peut avoir les deux ensemble. Alors après, une des conséquences que j'ai moi-même connues, négatives du fait d'être syndrome du sauveur, c'est qu'en fait, on va pas être soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en couple, on va pas oser dire quelque chose qui pourrait blesser l'autre personne. Parce qu'on ne supporte pas la souffrance d'autrui, puisque ça nous ramène à notre propre souffrance, ou ça nous ramène à un traumatisme qu'on aurait pu vivre avant. Et donc, pour essayer de garder une harmonie apparente, on ne va pas dire les choses, mais l'autre n'est pas bête et le sent, donc il y a une tension qui s'installe. Pour celui qui a le syndrome du sauveur, c'est insupportable parce qu'il fait tout pour que l'autre soit bien, quitte à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Il y a beaucoup de femmes qui me racontent qu'elles font des choses, enfin je dis des femmes, des hommes, mais c'est souvent un truc assez féminin où je vois que beaucoup de femmes vont, parce qu'elles ont été malheureusement conditionnées dans la culture du fait plaisir aux autres, soit au service, c'est malheureusement fort féminin. Les hommes, c'est plutôt d'être dans le sois fort, montre que tu es un homme. Et donc avec ces conditionnements assez débiles, il y a des femmes qui vont pas oser vouloir toujours faire plaisir à l'autre. Et si en plus elles ont un syndrome du sauveur, elles vont le faire au détriment d'elles-mêmes. Elles vont faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire, mais pour se sacrifier en quelque sorte, pour faire plaisir à l'autre, pour enlever cette souffrance.
mais sans faire attention qu'elles sont en train de se blesser parce qu'elles font des choses qui vont à l'encontre parfois de leurs valeurs ou de ce qu'elles ressentent en fait. Donc on peut faire perdurer comme ça un état de malaise terrible, un malentendu, et au plus on est dans cette... on n'est pas nous-mêmes, donc parfois on peut aller jusqu'à mentir, on peut aller jusqu'à ne pas dire les choses, et on est obligé de continuer parce qu'une fois qu'on a commencé, ce serait aberrant d'arrêter, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était pas vraiment nous-mêmes, donc on a aussi de l'orgueil souvent, donc on va continuer. Et ça peut durer comme ça des années. Je vois des gens qui sont déchirés à cause de ça, des couples, des personnes qui viennent me voir, c'est quelque chose qui est assez courant. Et donc la clé, on devrait l'apprendre à l'école, c'est d'accepter cette émotion qui arrive. Quand je vois quelqu'un qui souffre, en fait c'est sa souffrance, c'est pas la mienne. Je vais quand même vous sentir, je vois quand même que ça fait écho à la mienne, mais je constate que c'est pas la mienne. Il ne souffre pas autant que moi j'ai souffert peut-être, parce que parfois on projette des choses. Je peux être empathique, mais je vais surtout aussi être empathique envers moi-même. Et donc je vais beaucoup m'écouter. Et alors il y a des techniques, j'avais fait des vidéos là-dessus, notamment sur la régulation émotionnelle, pour laisser passer l'émotion, la laisser passer. Ce qui fait qu'une fois que l'émotion est passée, j'ai plus facile à me positionner. Et même si je dois être en désaccord avec quelqu'un, et j'aurais peur de le blesser, si l'émotion est passée, je vais avoir beaucoup plus facile. C'est jamais agréable d'être en désaccord avec quelqu'un, mais comme je n'ai plus cette peur ou cette tristesse, ou cette peur de rendre malheureux, puisque l'émotion est partie grâce à cette technique de régulation émotionnelle par exemple, ou de cohérence cardiaque, ou d'autres, ou ce travail que je vais faire sur moi, dans mon passé, en hypnose par exemple, eh bien je vais pouvoir beaucoup plus facilement me positionner. Et je pense que c'est l'apprentissage d'une vie, ça ne se fait pas comme ça prend du temps. Mais donc on est sur ce chemin en fait pour apprendre. Le but de la vie, c'est pas juste d'être heureux, mais c'est aussi d'apprendre, d'évoluer. Alors on va continuer à évoluer sur ce chemin. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas. On va continuer ce chemin. Ça s'appelle le chemin des vignes ou du soleil, je ne sais plus. Parce que vous savez ici, Sierre c'est la cité du soleil en fait, c'est le nom de la ville, le surnom de la ville. Alors on va continuer. Ici, je m'arrête juste pour vous montrer, il y a un fabuleux poète qui a beaucoup influencé la poésie au siècle passé, c'est Rilke. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là-bas, je vais essayer de faire un zoom, il y a une tour, vous voyez, voilà. C'est là que le poète Rilke, qui avait habité un peu partout en Europe, est venu finir ses dernières années. Il est resté une dizaine d'années, je pense, dans le Valais, ou 15 ans. Il disait que le Valais, c'était un des plus beaux endroits qu'il avait vu dans sa vie. Et il habitait dans ce tour là-bas, au siècle passé. Et puis j'étais voir le musée, il y a un musée ici avec une amie, on était voir ce musée et c'est magnifique, les poèmes qu'il a écrits. Alors voilà, je vais faire la 5e ou 6e pause, je ne sais plus, ici. C'est magnifique. Et alors ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit chemin de fer en fait, c'est un funiculaire ça s'appelle, c'est un petit train qui monte dans la montagne là-bas tout en haut. En 20 minutes, on est à 2000 mètres d'altitude. Alors, 6e je pense, question, ou 5e, je ne sais plus, pourquoi se laisse-t-on si facilement distraire? Alors ça c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire? En fait, apprécier la vie, être heureux, ça demande de pouvoir être présent. Et quand on est distrait, on est partout sauf dans le présent. Quand on est distrait, je connais bien la distraction, c'est quelque chose que je connais bien. Je suis très distrait moi-même. Donc quand
quand on est distrait, nos pensées, on est parti, on est ailleurs dans des rêveries, on est dans le futur, on imagine des choses, ou alors on se souvient du passé, des bons souvenirs ou des mauvais. Et donc en fait, on n'est pas présent. Et la clé pour sortir de la distraction, pourquoi est-ce qu'on veut sortir de la distraction? Essentiellement pour être plus attentif, profiter plus des choses. Et bien la clé pour sortir de la distraction, c'est justement de sortir de ce qu'on appelle le mode par défaut au niveau neuronal. C'est-à-dire qu'en fait, les neurosciences nous ont montré que nous avons un mode par défaut où lorsqu'on ne fait rien de particulier, et votre pensée vagabonde. Et en fait, notre mental vagabonde et va chercher différentes informations dans le futur et dans le passé, puis rejoue des scènes ou fait des suppositions. Donc on est dans une sorte de rêverie éveillée, si vous voulez. Et cette distraction, elle peut être utile pour que le cerveau parfois puisse synthétiser ce qu'il a appris dans la journée et faire des liens avec ce qu'il connaît, mais il nous empêche effectivement de profiter de l'instant présent. Vous êtes dans le train, je vois des gens, ils sont distraits, mais ils ne voient pas. Par exemple, ici, on a un train magnifique, on passe à côté du lac, on se reste sur la mer, c'est magnifique, et ils ne regardent même plus la mer en fait. Les gens ne regardent plus la mer. Ils sont dans leur rêverie, ou alors encore pire, ça m'arrive aussi, sur leur téléphone. Mais c'est bien de pouvoir faire les deux, c'est pouvoir effectivement avoir une attention sur quelque chose ou laisser son esprit vagabonder, mais également c'est bien de pouvoir ne pas être distrait aussi. Et c'est quoi ne pas être distrait? C'est être attentif. En fait, si vous voulez, on a un peu deux modes de fonctionnement au niveau mental. Soit notre cerveau il pense, en fait il nous aide à penser, donc on est dans les idées, les pensées, le mental. Soit on ne pense pas. Et pourtant on est toujours là, c'est la conscience. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est conscient? C'est parce qu'on est attentif. Et donc la distraction se résout avec l'entraînement de l'attention. C'est être attentif à une tâche particulière, faire une seule chose à la fois. Quand je mange, je mange. Quand j'écoute quelqu'un, j'écoute quelqu'un. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Donc je fais qu'une seule chose à la fois et j'y mets toute mon attention. Et l'attention, c'est comme un muscle, ça se développe en fait. C'est comme si vous voulez être très musclé, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut d'abord s'entraîner. Et donc l'attention, ça s'entraîne par la méditation. La méditation, c'est l'entraînement de l'attention, si vous voulez. C'est-à-dire être attentif sur une bougie, ou sur un son, ou sur un parfum, ou sur un seul point sur un mur blanc. Vous voyez, ce genre d'entraînement qu'on entraîne avec la pleine conscience, on pourrait dire aussi la pleine attention, permet de sortir la distraction. Et donc il y a des séminaires pour ça, il y a des cours, moi j'ai aussi un cours en ligne là-dessus. Il y a des cours, par exemple j'avais fait un cours qui s'appelle Vipassana, que j'avais suivi en tant que participant, qui existe partout dans le monde, là où vous habitez certainement aussi. C'est génial parce que là, pendant 10 jours, vous faites que vous entraînez à être attentif, au présent. Donc pendant 10 jours, vous êtes assis sans bouger en méditation, c'est 11 heures par jour. Ah voilà le train, regardez. C'est joli, hein? Il va passer ici en dessous. Alors, donc, c'est ça, j'étais distrait par le train. Être attentif, c'est donc un entraînement où je garde mon attention sur une seule chose à la fois. Et donc, ce qui permet de beaucoup mieux apprécier un repas, par exemple, ou de mieux apprécier la présence de quelqu'un, ou quand on fait l'amour aussi, de mieux apprécier voilà, tout le plaisir qu'on a avec nos 5 sens. Ça demande un entraînement. Et donc, je vous invite à vous entraîner. Ça se fait à tout instant, quand on mange, quand on prend une douche. Quand on prend une douche, est-ce qu'on pense à 36 000 choses ou est-ce qu'on est en train de sentir l'eau qui coule sur la peau, l'odeur du savon, le bruit de l'eau? Vous voyez, c'est vraiment... En fait, chaque fois que vous avez des moments dans votre vie où vous vous embêtez un petit peu, vous devez attendre, plutôt que de regarder le téléphone, essayez de faire cet exercice d'attention. Ça muscle l'attention. Et plus on est attentif, moins on est distrait. Et donc plus on est attentif et moins on est distrait, et donc plus on est dans la vie intense, plus on est heureux. Moins on est dans le futur ou dans le passé, mais plus on est présent. Alors on va continuer cet exercice, on va prendre un petit escalier qui se trouve par ici, et on va s'arrêter en bas de l'escalier. Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour cette dernière question. Finalement, je vais en prendre que 6. Je crois que c'est la 6e, enfin peu importe. Alors cette question, c'est Magali qui la pose. Elle demande, on va terminer par la spiritualité. Où se trouve la conscience? Alors, c'est une question super intéressante. Où se trouve la conscience? Parce que classiquement, en fait, on a tendance à penser, si je vous pose la question, où se trouve votre conscience? Où est votre conscience? On a tendance à la localiser dans notre cerveau.
Et on va voir qu'en fait, c'est pas forcément que ça la conscience. C'est la conscience, on va voir que c'est beaucoup plus, c'est plutôt non localisé en fait. Regardez, si vous mettez la main comme ça sur votre front, hein, mettez la main sur votre front, la sensation que vous avez quand vous touchez le front, cette sensation, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est devant la conscience ou derrière la conscience, ou où est-ce qu'elle est par rapport à cette sensation, la conscience? Hein, cette sensation, vous la situez où par rapport à la conscience? Où est-ce que vous la localisez? Beaucoup de gens vont dire, ben, cette sensation, elle est devant ma conscience. Si vous mettez maintenant la main derrière la tête, ça c'est un exercice d'un philosophe anglais qui s'appelle Douglas Harding, qui est brillamment retransmis par un philosophe français qui s'appelle José Leroy. C'est génial. Regardez, vous mettez la main derrière ici. Et je vous demande où est-ce que vous localisez cette sensation par rapport à votre conscience. Et beaucoup de gens vont dire, ben, cette sensation-là, j'ai l'impression qu'elle est derrière ma conscience. Un peu comme si la conscience était juste derrière les yeux, vous voyez. On va voir qu'en fait, par l'expérience, ce n'est pas du tout le cas. Si vous êtes très attentif, justement, si vous n'êtes pas distrait, si nous ne sommes pas distraits, si nous sommes attentifs, en fait, on va voir que la conscience n'est pas localisée à un endroit précis. D'ailleurs, remarquez, quand vous mettez la main là, ou quand vous mettez la main là, ou les deux en même temps, là je ne peux pas le faire avec la perche, mais vous mettez la main quelque part sur votre corps. Cette sensation, est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt qu'elle apparaît dans votre conscience? Cette sensation, ou n'importe où, apparaît dans votre conscience. Elle apparaît dans votre conscience. Comme le son de l'oiseau apparaît dans ma conscience. Voilà, ici, par exemple, le soleil, la sensation de chaleur apparaît dans ma conscience. Donc tous ces phénomènes sensoriels apparaissent dans ma conscience. Ça veut donc dire que la conscience, elle est où alors? Ça veut dire que la conscience, elle contient tous ces éléments. Donc c'est plutôt un espace. La conscience est plutôt un espace. On peut parler d'espace de conscience. Votre champ de perception, votre espace de conscience, votre champ de perception contient des phénomènes impermanents qui sont les sons, les sensations, les odeurs, les choses qu'on voit, un oiseau qui passe par exemple, et même une pensée. Edgar Tolle en spiritualité appelle ça le monde de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un monde de forme où les choses ne durent pas, c'est des formes, et une forme se désagrège avec le temps. Un corps se désagrège, un corps vieillit. Voilà, cette barrière, elle va un jour disparaître. Elle vieillit. Un animal va disparaître. C'est des formes. Tout ça, c'est des formes. Et on peut dire que ce sont aussi des objets, le monde des objets. Et un objet, c'est donc quelque chose qui a une forme, une couleur et une durée de vie. Le corps, la main, cette main un jour va disparaître, malheureusement. Elle n'existera plus. Eh bien, c'est pareil que nos pensées. Nos pensées, elles apparaissent, elles disparaissent. Comme les sons, ça apparaît, ça disparaît. Et la conscience, par rapport à tout ça, elle est où? Eh bien, la conscience, elle englobe tous ces phénomènes. Donc en fait, notre conscience est quelque chose, n'est pas localisé. Notre conscience est un espace dans lequel tous ces phénomènes, ces objets, ces formes apparaissent. Ces pensées. Les pensées sont des formes, des sortes d'objets mentaux, si vous voulez. Une pensée arrive et puis elle repart. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, oui, mais entre deux pensées, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a l'espace, il y a un vide. Et les pensées apparaissent de ce vide et retournent dans ce vide. Comme les sons apparaissent du silence, comme s'ils surgissaient du silence, et puis vous les entendez, puis à un moment donné, ils disparaissent. Et il reste le silence. Et notre conscience est comme ce silence, un espace dans lequel le monde apparaît. Et donc, où est la conscience? Eh bien, elle n'est pas localisée, elle est non localisée. Elle contient le monde. C'est pour ça qu'on parle de non-dualité aussi en spiritualité. Ça veut dire que le monde est en moi, je suis tout. Quand je suis cette conscience et je ne suis plus le mental, le petit ego qui réfléchit, qui a peur, qui fait des calculs, mais je suis attentif grâce à l'attention. Hein, on résume un peu toutes les questions qu'on a vues, la distraction et avant ça l'ego. Quand je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans l'ego, je suis attentif au présent, je me rends compte que je suis une conscience. Et cette conscience contient le monde qui m'apparaît, sous forme d'images, de sons, de sensations. Et donc cette conscience, si vous observez bien, si vous continuez à être attentif, et des exercices de méditation peuvent vous amener à ça, eh bien c'est justement, vous vous rendez compte que cette conscience que vous êtes profondément n'a pas d'âge, n'a pas d'étiquette, n'a pas de nom, n'a pas de sexe, n'a pas d'attribut en fait. Elle n'a pas de forme.
C'est notamment un cours que j'ai fait là-dessus, le dernier cours que j'ai fait, j'en suis vraiment très content. Parce que j'ai cherché ça pendant plus ou moins 30 ans, donc maintenant je suis content d'avoir trouvé. J'ai mis le lien en bas de la vidéo. Bonjour. Et donc vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice où vous comprenez en fait, enfin vous voyez par l'expérience directe, dans le présent, que vous disparaissez en tant que personne, mais que vous êtes toujours là en tant que conscience. Et ça c'est une expérience merveilleuse parce que c'est un véritable lâcher-prise avec notre ego, avec nos peurs. Donc même si en tant que personnage humain on a toujours nos histoires et nos désirs et nos peurs et nos envies, on peut aussi trouver refuge dans l'instant présent et se rappeler à ce que nous sommes profondément, qui est cette conscience qui est non localisée et qui nous permet de trouver la paix profonde. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors j'espère que cette promenade vous a plu, j'espère que la réponse que j'ai faite un peu improvisée à ces questions était claire. Et puis là je vais rentrer chez moi, donc en fait c'est une petite promenade, vous voyez là je retourne et puis je retourne à la ville. Voilà d'ailleurs le funiculaire, comme ça vous le voyez. Hein. Et puis c'est une petite promenade qui dure une petite demi-heure. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres parce qu'il y a tellement de promenades à faire par ici, magnifiques. Autant vous faire partager, vous qui êtes dans des villes peut-être. Je me dis que ça doit vous faire du bien de voir toutes ces beaux paysages. À bientôt. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde